à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Des gestes simples à connaître pour éviter les incendies ravageurs en plein cœur de l'été. La rédaction de TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, a suivi l'intervention d'agents venus rappeler quelques conseils pratiques aux habitants des zones forestières. Une belle histoire aussi dans ce journal, celle d'Anthony Desjardins. À 40 ans, cet homme atteint de la maladie de Parkinson lutte contre la fatalité grâce au sport de haut niveau. La rédaction de Via Occitanie nous racontera sa semaine d'entraînement avec des handballeurs professionnels. Et puis en fin de journal, LMTV Sarthe nous emmènera dans l'atelier d'une restauratrice de livres anciens. Un métier rare pratiqué, vous le verrez, par une jeune femme très passionnée. Débroussailler régulièrement devant chez soi, ne pas garer sa voiture n'importe où ou encore garder un œil attentif sur son barbecue. Voilà des gestes anodins qui pourraient bien sauver des milliers d'hectares de verdure cet été. Des réflexes que ne cessent de répéter les membres de l'association Défense des forêts contre les incendies aux personnes qui résident près des massifs forestiers. En Gironde, le traumatisme des feux de l'été dernier reste très vif. Un reportage d'Yvan Branchy pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest. Un lotissement d'une vingtaine de maisons, dont certaines situées juste en face d'une zone forestière. Il y a un certain nombre de précautions à prendre et de règles de bon sens qui fait que par moment, les feux démarrent des habitations ou bien les habitations subissent l'arrivée de l'incendie. À droite, une habitation et à gauche, une parcelle qui appartient à un propriétaire forestier. Il appartient aux propriétaires des constructions, des habitations, de nettoyer, de débroussailler 50 mètres autour de chez eux pour se prémunir du risque incendie. Cette opération permet de supprimer toutes les végétations basses, de manière à limiter la propagation d'un incendie et permettre aux sapeurs-pompiers d'intervenir plus facilement si besoin, même si dans ce cas de figure, cette obligation ne concerne que 9 habitations. Nous avons préféré réaliser une réunion d'assemblée générale extraordinaire. À partir de là, ça a été l'élément déclencheur pour faire une démarche de débroussaillement, mais collective, c'est-à-dire que l'ensemble des 22 copropriétaires du lotissement Parc des Trigonelles a accepté de contribuer financièrement à la démarche. Une démarche de 7 000 € au total, qui complète l'ensemble des gestes à adopter au quotidien pour limiter les risques. Il faut éviter, par exemple, de stationner un véhicule ou un bateau à proximité immédiate de la limite arrière qui jouxte la forêt. Une organisation à revoir pour se protéger, de nombreuses petites actions à mener chez soi, mais qui participent grandement à la sécurité de la forêt. Tous ces bons réflexes que l'on a font participer tout le monde à la protection de la forêt, et ce qui veut dire que la prévention, c'est l'affaire de tous. Tous les propriétaires doivent donc être vigilants et débroussailler régulièrement autour des habitations sur une profondeur de 50 mètres. En cas de non-respect, le maire peut décider d'une astreinte de 100 € maximum par jour de retard. Un tatouage pour se reconstruire. Après la bataille contre le cancer du sein, les stigmates des cicatrices, eux, sont encore présents sur le corps des femmes concernées. Et c'est pour les atténuer et aider ces femmes mutilées par les traitements qu'une ancienne infirmière a ouvert son cabinet de dermopigmentation. Objectif recréé avec une technique de tatouage, une aréole mammaire. Les explications d'Aurélie Colombel et d'Anne Didier pour Vosges Télévisions. Au-delà de l'artistique, le tatouage fait ici partie intégrante de la thérapie. Suite au traitement invasif du cancer du sein, les femmes retrouvent par ce biais l'esthétique d'une poitrine. En trompe-l'œil, l'aréole mammaire est dessinée comme un point final au parcours de reconstruction. C'est mon chirurgien qui m'a dit, voilà, après, maintenant, vous pouvez faire un tatouage, puisqu'il m'a même donné une ordonnance pour l'autorisation de le faire. Ce savoir-faire, Charlotte l'a appris auprès d'un tatoueur spinalien et en suivant une formation de dermopigmentation esthétique. La dermopraticienne a ouvert en avril dernier son cabinet à Épinal. Une reconversion pour cette infirmière qui a voulu allier le soin et sa passion du dessin. C'est exactement le même principe qu'un tatouage. On dit que c'est du effet 3D trompe-l'œil parce qu'en fait on joue sur les ombres et la lumière pour donner l'illusion du relief, et même quand il n'y a pas du tout de téton, que c'est tout plat, de loin visuellement on a l'impression qu'il y a du relief. Ces couleurs naturelles semblables aux pigments utilisés pour le maquillage permanent s'estomperont. Au bout de 4 ou 5 ans, une séance sera nécessaire pour raviver la teinte. Le tatouage, une étape essentielle pour tourner une page. Moi, j'aurais pas pu vivre avec un sein en moins, ça c'est clair.
J'aurais pas pu. C'est une reconstruction, c'est pas de la chiresthétique. Après le parcours de soins, ablation, chimio et radiothérapie, seules 2 femmes sur 10 se dirigent vers une reconstruction qui nécessite 3 à 5 opérations et se termine par un tatouage repigmentant. Une suite évidente du soin qui sort pourtant du parcours médical. Aujourd'hui, malheureusement, j'ai beau être infirmière de formation, ce n'est pas pris en charge par la sécurité sociale. C'est considéré comme de l'esthétique, alors que c'est pas vraiment de l'esthétique, on est bien d'accord. Lorsque c'est pas fait dans le parcours classique de l'hôpital, c'est pas pris en charge. Il faut compter 2 séances de 2 heures environ de dermopigmentation, 300 € par sein. Grâce à un partenariat avec l'association Meurthe-et-Mosellane Symphonie qui soutient les femmes dans leur parcours de soins, 100 € peuvent être octroyés. Pratiquée dans un cabinet médical en partenariat avec des médecins, une part peut être prise en charge par la sécurité sociale. Faut-il encore que les chirurgiens soient sensibilisés à la pratique? Octobre Rose et ses diverses manifestations sont là pour véhiculer l'information à tous. Et si vous économisiez de l'argent sur vos contrats d'assurance, l'idée est forcément séduisante en cette période de hausse des prix. Dans le Val d'Oise, une ville a décidé de passer à l'action en aidant ses habitants à faire baisser leurs tarifs d'assurance. Grâce à l'intervention d'une entreprise solidaire d'utilité sociale, jusqu'à plusieurs centaines d'euros peuvent être économisés. Un sujet de Christophe Rigaud pour Via 95. Ce matin, Samira est venue faire des économies. Pour cela, elle a rendez-vous avec Dan dans les locaux du centre communal d'action sociale. Ensemble, ils vont passer au crible tous ces contrats d'assurance. Mutuelle santé, assurance habitation ou automobile. L'objectif pour Samira est d'économiser quelques euros face à des tarifs qui augmentent. En 2022, j'ai payé 67,92 € par mois. D'accord. Et là, ils ont augmenté cette année, 73,11 €. Pour renégocier ces contrats d'assurance, la ville de Saint-Brice-sous-Forêt a fait appel à une entreprise solidaire d'utilité sociale, dont le rôle de conseil est primordial. On ne veut pas les faire changer pour qu'ils perdent des garanties. Le minimum, c'est au moins de partir sur des garanties similaires et effectivement de leur faire des économies en fonction des besoins qu'ils pourraient avoir. Mais oui, on parle beaucoup du pouvoir d'achat et notre but à nous, c'est vraiment de pouvoir l'optimiser et de pouvoir permettre aux personnes de faire des économies. Après une étude des garanties de sa mutuelle santé, Samira est déjà gagnante sur son ancien contrat. Déjà, le tarif a changé. Les prestations, il y a plus de prestations et on s'occupe de rien. Les économies réalisées vont d'une 50aine d'euros à plus de 1 000 € par an pour certains contrats, avec les mêmes garanties. À Saint-Brice-sous-Forêt, ce dispositif gratuit pour les habitants a été initié par la mairie. Un service qui sort de la compétence de la ville, mais que le maire assume en période de flambée des prix. C'est plein de petits plus qui feront qu'à un moment donné, malgré des situations un peu compliquées, les gens retrouveront quand même du pouvoir d'achat. Donc effectivement, ce n'est pas directement de notre champ de compétences. Néanmoins, faut-il se l'interdire? Je ne pense pas. Depuis la mise en place du dispositif d'assurance pour tous, une centaine de familles ont été accompagnées à Saint-Brice-sous-Forêt et plus de la moitié ont décidé de changer d'assurance avec des économies à la clé. Voilà, sans transition, ouvrons une page sport dans cette édition avec le courage d'un homme contre la maladie de Parkinson. Anthony Desjardins lutte contre cette maladie par sa pratique intensive du sport. Dernier défi en date, une immersion dans une équipe de handball professionnel. Une nouvelle aventure pour lui qui en appelle déjà d'autres. Un reportage d'Antoine Guillet pour la rédaction de Via Occitanie. Regardez. Bouger le plus possible pour retarder l'échéance. En juillet 2021, Anthony Desjardins est diagnostiqué Parkinson à 38 ans. Depuis, le Gardois est lancé dans une course contre la montre, faire du sport pour repousser inexorablement les symptômes. Son combat, il a décidé de le populariser sur les réseaux sociaux en proposant des immersions dans le sport de haut niveau. Après le basket, le football américain et le surf, il s'adonne au handball. Une semaine au contact des Nîmois, pas toujours facile à suivre. Le crossfit, c'est pas une partie de plaisir tout le temps, mais voilà, le préparateur physique de l'USAM, il avait adapté les exercices pour que je puisse les faire avec mes capacités. Du crossfit, un footing, des moments de vie avec les joueurs, mais aussi un entraînement privé avec Michael Guigou. Pour Anthony, l'objectif est de prendre du plaisir, mais aussi de faire connaître son combat.
Je crois qu'il a envie aussi que cette maladie soit connue et qu'on connaisse aussi peut-être quelques axes d'amélioration. Voilà, le sport aide beaucoup pour entretenir en tout cas les méfaits de cette maladie. Et je sais qu'il se donne beaucoup de mal et voilà, il est porteur de ce message et c'est beau. C'est justement ce message-là que j'essaie de faire passer à travers ces immersions, c'est de montrer que j'ai la maladie de Parkinson et ce que je peux faire en l'ayant. Le fait de dire que je la fais reculer en faisant ça et le fait de passer des moments extraordinaires comme aujourd'hui. Après une semaine intense, Anthony prend un peu de repos avant son prochain défi, apprendre le BMX freestyle au Festival international des sports extrêmes de Montpellier. Comme un air d'ailleurs végétal en Bretagne, prenons la direction de Rennes dans ce journal pour découvrir un verger pas comme les autres, celui du parc de Tabor. Là-bas, ils sont plantés des essences exotiques. Yuzu et mandariniers chinois poussent ainsi aux côtés des fruits classiques de la région. Les précisions de Capucine Collin-Guillochin pour la chaîne TVR. C'est un curieux endroit où pommiers et poiriers cohabitent avec yuzu ou encore myrtilles d'Amérique. Au fin fond du parc du Tabor, à Rennes, se cache un verger. C'est le grenadier, voilà, le pyrrhus. Depuis 4 ans, la société d'horticulture plante, taille, observe près d'une 40aine d'espèces. Le but, expérimenter ici la culture d'essences plus exotiques les unes que les autres. On a la chance d'être à l'époque d'Internet. Et c'est une grosse facilité pour trouver des variétés et se les procurer. Donc on les fait venir. Le but c'est voir ce qui va fonctionner. Et s'il y a quelques loupés, certains plants apprécient l'air aîné. Quelques variétés d'agrumes par exemple. Là actuellement il est presque en fleurs. On commence à voir les premiers boutons. C'est un tout petit peu trop. Ce mandarinier chinois a donné presque une 20aine de fruits en septembre dernier. Alors en Ille-et-Vilaine, on peut faire pousser celui-ci en premier. Le mandarinier Satsuma, c'est celui qui a le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. Il marche à tous les coups. Ça ne nécessite pratiquement pas d'entretien. Et ça donne des belles mandarines. Pas d'entretien, fruits délicieux, essence peu commune chez nous. Si vous manquiez d'idées pour vos prochaines plantations, en voilà une bonne. C'est de la famille des bruyères. Et si c'est la place qu'il vous manque, voilà le poirier colonnaire qui pousse droit comme un i. Et donc il ne prend pas beaucoup de place. C'est fini l'époque où nos adhérents avaient des grands jardins et même des jardiniers. Maintenant, il faut s'adapter, essayer quand même d'avoir des jardins productifs en plus de l'agrément. Allez, du calme d'un verger au bruit entraînant d'une discothèque dans ce journal. Rappelez-vous les musiques des années 90 et 2000. Elles ont fait danser et bouger toute une jeune génération, aujourd'hui devenue adulte. Une époque remise au goût du jour, le temps d'une soirée dans l'Aube. Un bond de 20 ou 30 ans en arrière que vous propose la rédaction de Canal 32. Regardez. Le temps d'une soirée, la salle des fêtes de Radonvilliers s'est transformée en boîte de nuit à l'ancienne. Souvenez-vous de l'Amphi, du Miami ou encore du 31, des établissements qui ont fait danser une génération d'Aubois. La mission des 7 DJ réunis samedi soir, c'était un peu retour vers le futur. On a sélectionné des amis avant tout, c'est des DJ qui étaient dans la région depuis 20 ans. On a Greg par exemple qui était au Paparazzi à Troyes. Moi j'étais au Miami à Troyes. Et puis on a Richie également, Disque comme Richie qui tournait dans toute la région. Le rendez-vous est mis sur pied par l'association Génération Club de Chaumont après une première soirée années 80 déjà organisée à Radonvilliers en janvier. Cette fois, la place et les platines étaient dédiées aux tubes des années 90 et 2000. Des sets de 20 minutes pour chaque DJ bien connu dans le monde de la nuit auboise. J'ai été convié à animer un petit peu ce soir en tant qu'ancien DJ disco mobile dans la région. Et en fait, j'ai pas mal d'amis qui sont venus nous retrouver ce soir pour faire la fête. C'est vraiment une soirée réussie, quoi. On voit que la clientèle, elle a quand même beaucoup changé. Bon, nous aussi, on vieillit aussi, mais la clientèle a beaucoup changé. Et c'est le côté nostalgique de se retrouver déjà avec les potes de l'époque et de faire danser les gens, surtout. Samedi soir, la salle était comble avec un public de quadragénaires essentiellement, ravis de retrouver les tubes de l'époque et surtout une partie de l'esprit des soirées de leur jeunesse. La soirée 80 avait déjà bien fonctionné et ils ont eu la meilleure idée de faire fonctionner la 90-2000. C'était trop bien. Soirée au top, vraiment ce soir c'est vraiment une réussite, il y a beaucoup de monde, la musique est nickel, franchement on s'amuse top. Bien.
Fort du succès de ces soirées, une tournée de 24 dates est d'ores et déjà prévue dans le Grand Est. L'association doit aussi se structurer pour faire naître dans l'Aube des soirées de plus grande ampleur. Dans la ligne de mire, le Cube de Troyes, pour un rendez-vous entre fête, dance et nostalgie. 2007, voilà, des chansons qui rappellent bien des souvenirs et sur lesquelles vous danserez sûrement durant vos vacances. De la danse, justement, parlons-en encore avec un coup de projecteur, cette fois-ci sur le mythique fabricant de chaussons de danse Merlet. Implantée en Haute-Vienne depuis 1974, l'entreprise est la gardienne d'un savoir-faire unique en son genre et qui s'exporte dans le monde entier. Benjamin Delmas, pour cette à Limoges, a eu la chance de se rendre dans l'usine de la marque. Regardez son reportage. Danse Azur, installée à Verneuil-sur-Vienne, fabrique les chaussons de danse Merlet. Dans ce secteur très concurrentiel, l'entreprise, grâce à son savoir-faire, mais bien sûr aussi à son expérience, a gagné la confiance de nombreuses danseuses à travers le monde. Alors sur le savoir-faire Merlet, donc c'est un savoir-faire qui est ancestral et qui est fabriqué en cousu retourné de façon traditionnelle et de façon artisanale aussi, complètement à la main. On n'a que 2 machines, donc une machine à coudre et une machine de finition. Tout le reste est fait à la main. Chaque jour, ce sont pas moins de 200 paires de chaussons qui sont produites dans cet atelier. Alors Merlet, donc c'est vendu dans le monde, dans quasiment le monde entier. L'Amérique du Nord, l'Australie, l'Asie, bien sûr toute l'Europe. Et ça représente un peu plus de 50% de notre activité sur l'exportation. 11 étapes sont nécessaires pour réaliser un chausson, de l'encollage à la couture en passant par le reformage. Un savoir-faire pour lequel il n'existe pas de formation, les salariés sont formés dans l'atelier. Donc là on a le chausson qui est déjà sur forme. On veille à ce que tout soit bien axé. Et ensuite on va venir régler la hauteur des joues, ce qu'on appelle les joues, en jargon, qui va permettre après d'avoir les endroits durs sur la chaussure. Les danseuses sont très sensibles aux moindres petits changements, donc il est très très important pour nous que ça soit vraiment d'une qualité, d'une pérennité irréprochable. La marque n'en pense pas moins à son avenir, elle continue de développer et d'affiner le confort de ses modèles. Oui, des nouveaux développements, notamment aussi dans les matériaux, pour la durée de vie des semelles, donc ça c'est une recherche perpétuelle. Voilà, et intéressons-nous à présent à un autre savoir-faire exceptionnel, des stylos, des sacs, des accessoires, mais aussi et surtout des briquets iconiques. Depuis 150 ans, ST Dupont est l'une des maisons les plus emblématiques du luxe à la française. Et c'est dans les Alpes que la manufacture abrite la recette de son succès. Luc Harouk, pour la rédaction de 8 Mont-Blanc, vous en dévoile quelques éléments avec ce reportage. Regardez. Quel est le point commun entre la reine Elisabeth, Picasso ou encore Marilyn Monroe? Ils ont tous possédé à un moment donné un objet fabriqué par la manufacture ST Dupont. Et vous ne le savez peut-être pas, mais son usine se trouve à Faverges, au pied des montagnes. C'est ici que Simon Tissot-Dupont, le fondateur de la marque, y installa en 1923 son usine. Et un siècle plus tard, elle est toujours là. De la matière première jusqu'au produit fini, tout est fabriqué dans cette manufacture, spécialisée dans la conception d'objets de luxe. La maison ST Dupont a d'ailleurs fait sa renommée grâce à son iconique briquet à essence. L'objet aujourd'hui, encore maintenant, malgré toutes les lois anti-fumeurs, reste le produit phare de la marque, le produit emblématique, avec sa signature visuelle, tant par sa forme que par son décor, et par ses signatures aussi sonores, avec le bruit caractéristique qu'il fait à l'ouverture. Par ailleurs, les autres produits fonctionnent très très bien aussi, notamment la maroquinerie et les stylos et le reste des accessoires. Dans les différentes allées de l'usine se mélangent les hommes et les machines, à l'image de ce robot flambant neuf. Auparavant, avec les anciennes machines, nous avions besoin de 2 mois et demi pour sortir un premier corps de briquet depuis les matières premières. Sur une machine comme ça, aujourd'hui, en moins d'1 heure, on a sorti notre première pièce finie. Certaines étapes comme le laquage, la peinture ou encore le contrôle qualité nécessitent encore le geste manuel. Pas moins de 15 savoir-faire sont maîtrisés par les différents ouvriers. Ils ont notamment mis leur expertise en commun pour fabriquer cette pièce de haute création, un briquet Casino à complications horlogères vendu 45 000 €. Pour ce genre de pièces d'art, la demande est croissante.
De quoi assurer à la manufacture un avenir tout feu tout flamme. Des techniques et une expertise du luxe qui nous conduisent dans la Sarthe à la découverte cette fois-ci du travail d'une restauratrice de livres anciens. À 28 ans, Marina Villeneuve a ouvert il y a 2 ans son atelier près du Mans. Un pari osé alors que le métier tend à se raréfier. Ils ne sont plus que quelques-uns à proposer un tel service dans son département. Reportage d'Enzo Maubert pour la rédaction de LMTV Sarthe. Quand je dois expliquer aux enfants, en fait, je dis tout simplement que je suis un médecin des livres. Puisque mon rôle, en fait, c'est de les soigner, peu importe la maladie qu'ils ont pu avoir. C'est un métier qui demande à la fois patience et minutie. Dans son atelier, Marina restaure de petits trésors, des livres anciens, parfois vieux de plusieurs siècles, qui, entre ses mains, revivent. Je suis en train de retirer l'ancienne carte ado. Donc la carte ado, en fait, c'est une sorte de papier un petit peu épais et surtout très, très dense qui va permettre en fait de rigidifier le dos du livre. Donc là, en fait, j'utilise une colle très très diluée avec de l'eau qui va permettre de ramollir tout simplement le carton pour pouvoir en fait le décoller sans abîmer le cuir qui est en dessous. La restauration est un art exigeant, chaque retouche est pensée et réfléchie. Marina doit rester la petite main invisible, celle qui répare sans toucher à l'âme du livre. On n'est pas là pour créer un objet artistique, on est là pour vraiment en fait, respecter la matière ancienne et le travail qui a été fait avant nous. Tous les livres n'ont donc pas vocation à être restaurés. C'est le cas de ce manuscrit dont la couverture a totalement brûlé. On ne peut pas faire de restauration à proprement parler puisque 99% en fait, des éléments anciens de la couverture ont disparu. Les histoires, le vécu se mêlent souvent au travail de la restauratrice, des souvenirs familiaux ou parfois même de petits objets cachés entre les pages. Voilà. Ça m'est déjà arrivé de trouver sur un livre qui était grand comme ça en fait, des restes d'un bracelet en perles. En fait, il y avait vraiment des perles minuscules en verre avec des petits bouts du fil de soie qui le tenaient. Des petits bouts d'histoire toujours bien gardés. Pour Marina, restaurer un livre, c'est aussi faire parler notre passé. Il n'est pas le peintre le plus connu de son époque, mais son talent lui a quand même permis de connaître un beau succès au XIXe siècle. Des œuvres de François-Auguste Biard sont actuellement exposées au musée Hébert près de Grenoble. L'occasion de découvrir ou de redécouvrir le travail de ce peintre voyageur et railleur. Présentation de Linda Badredine et d'Anthony Junet pour Télé Grenoble. Peintre de nos jours presque complètement oublié, François-Auguste Biard était très célèbre de son vivant. Le musée Hébert propose de redécouvrir cet artiste phare, malicieux et critique de la société du XIXe siècle, en rendant d'abord hommage à son regard facétieux et son goût pour l'humour. On voit déjà de l'autodérision dans cette représentation où l'artiste est affublé de ce casque pour se servir finalement de modèle à lui-même. Et puis on a toute la vie de l'atelier autour avec toutes les personnes qui viennent observer. Et le public venait extrêmement nombreux voir les œuvres de Biard. Et on voit ici donc finalement tout le talent de Biard, portraitiste, peintre d'histoire et peintre de genre, peintre de ces scènes amusantes de la vie quotidienne, de ces simples personnes du 19e siècle, mais toujours avec cette pointe d'humour. Et on voit ici que la dame qui est là s'est assise sur une palette de peinture. La deuxième partie de l'exposition est consacrée au voyage du peintre qui ne s'intéresse plus au quotidien parisien et à la vie de ses contemporains. Il voyage. D'abord en Orient, puis dans le Grand Nord, où il a participé à une expédition scientifique. En peintre explorateur, Biard s'est aussi rendu en Laponie et au Brésil, à la rencontre des peuples autochtones d'Amazonie. Il va aller en plein cœur de la forêt amazonienne où il va rencontrer le peuple Munduruku. Et donc ce tableau que nous voyons derrière moi est une des œuvres qu'il a réalisées après ce voyage, dont il est revenu avec énormément de dessins, de croquis, d'objets collectés et qu'il va utiliser pour réaliser une œuvre comme celle-ci. Et l'autre sujet que Biard s'est attaché à détailler et restituer, c'est celui du commerce et de la traite, avec notamment son tableau « L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises en 1848 ».
Et notez que vous avez jusqu'au 4 septembre prochain pour voir cette exposition au musée Hébert, situé donc près de Grenoble. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir suivi ce grand JT des territoires. On se retrouve bientôt pour une nouvelle édition. Au revoir à tous.